En direct des studios, vous regardez le Léo Show. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Léo Labonté, votre animateur préféré. Vous regardez le Léo Show. Cette semaine, je reçois un humoriste qui était en nomination hier aux Oliviers. Évidemment, c'était pas hier pour vous. J'enregistre un peu d'avance. Vous me connaissez, je suis un professionnel. Donc, il était en nomination hier aux Oliviers dans la catégorie découverte, si je ne me trompe pas. J'aimerais qu'on accueille Simon Delille. Et voilà, Yes. ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, c'est bien dans la catégorie de découverte que tu es C'est bien ça. Parfait. C'est bien ça. C'était comment hier? T'as-tu passé une belle soirée? J'ai passé une très belle soirée. Écoute, c'est sûr que nous autres, le gala des Oliviers, à chaque année, c'est notre party de bureau d'habitude. Avant, on arrive un peu plus tôt, il y a un petit cocktail, on remercie des gens. Après, il y a un gros party. C'est bar open, buffet, et tout. C'est notre party de bureau, carrément, à chaque année. Puis on danse, puis on a du fun. Puis c'est le jour de l'année où on se réunit tous et qu'on est tous là juste pour fêter. Il n'y avait pas cet aspect-là. Évidemment, on n'a pas fait de party après. Là. Je ne veux pas dire qu'on a fait ça clandestinement, pas du tout. Mais tu sais, le setup, on était comme 60, 58, je pense qu'on était. On était pas beaucoup. Là. Ouais, d'habitude, c'est une salle pleine avec des gradins, puis il y a du public aussi, là, des gens qui peuvent acheter des billets. Fait que là, c'était beaucoup plus intime, mais le setup était bien, c'était bien fait, c'était beau, ça lookait bien. C'était fait pour que ça soit quand même, ça coule bien, qu'il n'y ait pas trop de... On sent les plexiglas et tout. Pour ça, bravo, chapeau. Comment? Il n'y avait pas de plexiglas? Il y en avait à certains endroits pour pas que deux tables se collent. On ne les voyait pas peut-être par l'écran, mais il y en avait quelques-uns. Mais vu qu'on n'était pas beaucoup, on avait les distances nécessaires. C'était pas obligatoire d'avoir des plexiglas. Puis on avait notre petit verre de champagne à notre table. Fait que même si on était tout seul, ça a été le fun de voir les collègues. Il y a eu des super bons numéros de présentation. La prod a fait vraiment un beau travail. Fait que c'était un beau gala. Honnêtement, ça a fait du bien. J'ai passé une belle soirée. J'ai trouvé Bellefeuille je trouve qu'il a fait une belle animation. Oui. Oh oui, absolument. Dans le contexte, c'est excessivement difficile. Les humoristes, en général, on est le pire public parce qu'on est tout orgueilleux et on va avoir la dernière ligne. T'sais. Sauf que là, tout le monde était très... Hey, chapeau de prendre ce livre-là, François. Je pense que tout le monde était de son bord. Le public était généreux. Les gars étaient bons. Fait qu'il a fait vraiment une super job. Honnêtement, il a dénoncé un peu là, que c'était bizarre comme setup, mais sans trop axer là-dessus, sans taper sur ce clou-là. C'était comme, regarde, c'est weird, là, mais amusons-nous quand même. La table était mise, puis après ça, les présentations, les numéros, se sont vraiment bien enchaînés, une belle diversité, puis c'était drôle. Là. On m'a vu, je pense, quand Charles Beauchesne a fait son numéro sur les pires moments des Oliviers. Moi, Charles Beauchesne, c'est un ami, j'ai fait de l'école avec. Puis ce gars-là me fait rire, peu importe ce qu'il dit. Je trouve ce gars-là drôle de façon absurde. Fait que je pense qu'il y a un take de moi qui rit aux larmes avec mes lunettes dans les mains pendant sa présentation. J'ai eu beaucoup de fun. J'étais vraiment content pour lui et Thomas Levac. Là, c'est les deux qui ont gagné podcast non scripté. Puis j'étais vraiment content. Oui, ouais, vraiment. Mais dans les deux cas, c'était amplement mérité. Puis tu sais, Thomas le disait un peu en joke. Il a gagné parce que Mike ne s'est pas présenté. Il y avait ce joke-là un peu parce qu'effectivement, je pense que Mike a gagné toutes les années à la catégorie podcast. Moi-même, j'avais été en nomination avec Les Bons Dimanches. Puis quand j'avais vu que Mike était là, j'ai fait comme, c'est une nomination. Je suis content, mais je ne gagnerai pas. Puis là, je pense qu'il a comme fait, hey, on passe à autre chose. Mais c'est ça que je trouve ça cool, tu sais. Ouais. Il aurait pu faire, non, c'est moi, puis... je pense qu'il n'y a plus rien à prouver rendu là. C'est comme le... Tu sais, c'est comme le Dr. Dre du podcast. Il n'y a pas rien à prouver à personne. Il y a plus... Tu sais, ce podcast-là, c'est la base de toutes les autres. Puis on le sait maintenant, c'est clair. Il y a eu plein de trophées pour le montrer, plein de visibilité. Il gagne sa vie, une partie avec ça. Je pense qu'il a atteint le niveau de OK, on a prouvé notre point. Maintenant, laissons un peu les autres shiner. C'est tout à son honneur, vraiment. De toute façon, Mike n'a jamais fait ça pour le fame, de toute façon. Je penserais pas que. Ben non. Tu sais, quand il s'est lancé dans le podcast, c'était vraiment avant qu'il s'assoie hype. Ouais. Puis personne se dit, hey, je vais faire un truc que personne fait, que personne connaît pour le fame. Mais il était ça. J'imagine qu'il était visionnaire d'un sens de dire, hey, je pense qu'il prend un public pour ça. Mais au début, au début, c'était comme ça, là, chacun son laptop chez eux, avant que ça déménage en public au bordel et tout ça. Puis là, c'est devenu comme un engouement incroyable parce qu'il en faisait beaucoup, il recevait du monde, c'était le fun, il y avait des confessions. Puis après ça, comme je dis, tous les autres podcasts sont un peu, d'une façon ou d'une autre, basés sur lui de Mike. Ouais, c'est sûr.
c'est sûr. Avec une twist, avec un. Tu sais, il y a des. Comme le mien, j'ai recommencé à faire le mien. Ouais. Il y a la twist de manger et tout ça, mais au bout de la ligne, ça reste la même ambiance festive que je veux recréer du sous-écoute avec une twist différente. Puis dans la journée, fait que moins la boisson, plus la bouffe. Ouais. Est-ce que c'était ta première nomination aux Olivier? Non, c'était ma 4e. OK. J'ai été nommé 2 fois pour les meilleurs textes pour Mariana Mazza une fois, Emmanuel Bilodeau une autre fois. Une fois pour la web-série La Dompe, avec des marionnettes. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Non. C'est Maud Morissette qui a créé ça, puis moi j'ai travaillé là-dessus, OK. en voix et en texte. Puis là, Découverte, c'est ma 4e. Si on ne compte pas spectacle de l'année pour Mariana, que par association, j'étais un peu nommé vu que j'étais auteur sur le show. Mais mettons, officiellement, c'est ma 4e. Mais tu n'as jamais été nommé pour podcast? Ah, puis podcast, c'est vrai, donc 5, c'est vrai. J'ai même oublié podcast. 5, ouais. C'est ma 5e. Tu étais tellement sûr que tu ne gagnerais pas que ça compte pas. Ça compte pas. Mais le podcast, tu sais, puis hier non plus. Honnêtement, je ne suis pas arrivé défaitiste. J'espérais quand même gagner comme n'importe qui. Mais avec les noms qui étaient là, du monde qui ont eu une exposure de fou, qui ont fait un travail de fou sur le web, ça, pendant la pandémie. Tu sais, Arnaud qui a gagné, il n'a pas volé à personne. Tu sais, c'est tout à fait mérité. Puis je me doutais que ça allait aller dans ce sens-là, fait que j'ai pas été du tout démoli quand j'ai entendu Arnaud, je suis pas tombé de haut. J'aurais aimé ça, mais je trouvais ça tout à fait logique aussi. Juste d'être nommé avec ces gens-là, c'était une belle tape dans le dos quand même. Ouais, juste d'être nommé, puis peut-être pas à ce moment-là, mais tu sais, dans un moment plus normal, tu sais, juste être nommé, tu passes une soirée avec tes chums, tu te saoules après ou... Ben, tu sais, puis aussi, tu sais, c'est un peu... beaucoup de gens qui me connaissent pas, là, tu sais, je sais pas... j'ai une petite exposure avec le prochain stand-up, tout ça, mais je suis pas la grosse vedette non plus. Il y en a une couple qui m'ont écrit me dire comment ça, tu sais, découverte de l'année, c'est quand même longtemps que tu fais ça. Mais le point de découverte, c'est de. Moi, j'ai soumis ma candidature en disant regardez, ça fait longtemps que je fais ça, mais je pense que cette année en particulier, on m'a vu plus. Beaucoup de gens m'ont découvert. J'ai eu une visibilité que je n'ai pas eue avant. Fait que cette année, j'ai été plus une découverte pour beaucoup de gens que je l'étais dans le passé. Puis ils ont accepté ça comme effectivement, tu as raison. Fait que ça aussi, je le vois comme un genre de OK, ma carrière avance. Il y a eu un développement, il y a eu une exposure de plus, il y a eu quelque chose de plus cette année qui mérite, même si ça fait longtemps que je fais ça puis que le milieu me connaît bien. Le grand public ne me connaît pas encore tant que ça. Fait que ça a été une belle tâche dans l'autre de dire oui, tu travailles dans le bon sens. Là. Effectivement, tu as été une découverte cette année. Tu vas aller en nomination avec Christine Morancy, puis Pierre-Yves Roy, puis du monde qu'on voit partout. Là, fait que ça, je vois ça comme une belle tape dans le dos, quelque chose de très positif, là, même si je n'ai pas gagné. Si tu veux pas en parler, c'est bien correct, mais tu as pris ça comment, les réactions qu'il y avait plus ce matin de « Ah, c'est un boys club, c'est juste des gars qui ont gagné ». C'est dommage, parce que, tu sais, d'un sens, c'est vrai. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas de fille qui a gagné. Ouais. D'un autre sens, c'est plate parce que ça met comme de l'ombre à ceux qui ont gagné. Un peu de dire une chose comme ça, tu sais, ceux qui ont gagné, mettons, numéro de l'année, par exemple, il y avait Mélanie Galivier qui est en nomination, qui avait un excellent numéro, qui aurait très bien pu gagner. C'est tellement subjectif. Puis je pense pas, ben, tu sais, j'espère pas que les gens votent comme ça. Tu sais, moi, quand j'ai reçu mon bulletin de vote, parce que je suis membre de la PIH, tu sais, on reçoit notre bulletin de vote, c'est nous autres qui décident. À part humoriste de l'année, c'est les gens qui votent. Mais moi, quand j'ai voté avec mon cœur de ce que je préférais de chacune des catégories, sans trop. Tu sais, je me suis senti malhonnête de voter pour quelqu'un en disant ah ouais, je prendrais pour lui, mais je ne vais plus voter pour une fille parce qu'il faut qu'il y ait une fille qui gagne. Mais en même temps, peut-être qu'il devrait plus être représenté. Puis après ça, moi, je n'ai pas les chiffres parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'il faut que tu soumettes une candidature pour être nommé dans une catégorie. C'est pas genre le PIH qui fouille n'importe où et qui dit on va prendre ce numéro-là, ce numéro-là. Faut que tu envoies ton numéro. Faut que tu payes aussi. Faut que tu payes un montant pour être en nomination. Comme aux Gémeaux, puis comme dans les autres galas. Tu dis hey, je pense que ce numéro-là pourrait être le numéro de l'année. Tu envoies ce numéro-là en vidéo. Puis là, il y a un jury qui décide de ceux qui sont nommés. T'sais. Mais il faut que tu le soumettes. Fait qu'à ce moment-là, c'est quoi le pourcentage de filles qui ont soumis des choses pour des catégories? Je ne les ai pas non plus. Mais effectivement, encore une fois, ça a été juste des gars qui ont gagné. C'est dommage, justement parce que les filles sont sous-représentées alors qu'ils ont autre. C'est même plus une question à se poser de sont-ils aussi drôles, sont-ils moins drôles? Ça n'a même plus rapport de parler de ça. Et je ris autant, sinon plus, à mes collègues féminins que masculins. Quand un numéro me fait rire, il me fait rire. Point, peu importe c'est qui le fait. On ne dissocie plus un ou l'autre maintenant, j'espère en tout cas. Mais d'un sens, c'est vrai. D'un sens, c'est vrai que ça a été sous-représenté encore, puis c'est dommage. Il aurait dû avoir des prix. Puis autant que dans l'équipe des auteurs du gala, il y avait majoritairement des filles. Ouais,
c'est ça que Yann il disait à matin. Il disait que la majorité des personnes qui avaient écrit les numéros, c'était des filles, puis qu'il y avait Oui, quand même pas mal de filles qui avaient présenté les absolument. numéros. Fait qu'à ce niveau-là, il était bien représenté. J'ai pas porté attention à chacune des catégories, le nombre de filles et de gars qui étaient nommés. C'est sûr que c'est pas 50-50. Là. On n'est pas encore rendu là au nombre même. Là, mais ça va venir, j'espère très fortement. Oui, c'est dommage. C'est dommage qu'elle ait été surreprésentée. Puis c'est dommage aussi parce que ce dommage-là met de l'ombre sur certains prix que d'autres auraient dit, ça aurait dû être une fille qui a gagné là, ça aurait dû être elle. Ouais. Mais lui qui a gagné, fait que je peux pas enjoy mon prix, il faut que je me sente mal. Ça doit être un peu bizarre comme sentiment, mais effectivement, il y a encore une sous-représentation à ce niveau-là, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est sous-représenté à cause qu'il y en a moins? Ben, je pense que mathématiquement, oui, il y en a moins. Quand on dit sous-représenté, ça ne veut pas dire qu'il faudrait que ce soit 50-50, même si ça serait ça l'idéal. Ouais. Je pense qu'il y a de plus en plus de filles qui en font du mots qui sont très bonnes. Puis on a déjà regardé le prochain stand-up, je ne sais pas les chiffres, mais il y avait beaucoup de. En finale, il y avait 2 filles. Déjà, c'était 50-50 la finale du prochain stand-up. Fait que ça, c'est bon, là, on en veut. Puis ils sont talentueuses, pas parce que c'est des filles qu'on les amène en finale, c'est parce qu'ils sont bonnes, ils sont excessivement bonnes. Mais je pense que mathématiquement, il y a encore moins de filles qui font de l'humour que des gars. Ça, je pense que oui. Mais quand il s'agit de faire des catégories puis des prix, peut-être qu'il devrait avoir un accent mis de plus au niveau de la sélection des numéros, sans privilégier une fille par rapport à un gars, juste le mettre dans la balance un peu, ça devrait compter un peu. Peut-être qu'on sélectionne. Je sais pas, tu sais, là, on brainstorm en parlant, j'ai pas de plan en tête, mais peut-être qu'il y aurait moyen de faire une représentation plus marquée du rôle des filles dans l'humour qui est très, très présent, autant en écriture que en behind the scenes, puis devant le monde. Il y a beaucoup de filles qui travaillent, puis excessivement talentueuses. Puis je pense qu'en arrière, on le sait de plus en plus. Moi, je travaille comme auteur, puis je suis souvent avec 2-3 filles sur des projets, puis j'adore ça, puis c'est parfait, puis j'aime ça que ce soit comme ça. Peut-être que la transition s'est pas encore faite complètement à l'avant, puis on en voit encore un peu moins qu'on en devrait en voir. Je pense que c'est une roue qui tourne et qu'on va en voir de plus en plus. C'est juste dommage que ça ait tombé comme ça. Parce que tu votes pour ton numéro préféré ou ta découverte de l'année préférée. J'ose espérer que les gens votent en vraiment se disant moi, je pense que c'est lui. Puis là, ça a donné que c'était beaucoup des gars. Est-ce qu'il aurait fallu que je change mon vote de certaines catégories pour mettre une fille juste parce qu'il aurait fallu qu'elle soit plus représentée? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi la solution exacte. Est-ce que, par exemple, la solution, mettons, pour les nominations, là, en même temps, je sais que c'est vous qui vous nominez puis vous devez payer un montant, mais peut-être que parmi, mettons, tous les artistes qui se nominent, exemple, dans le numéro de l'année, ils envoient une vidéo avec leur numéro. Est-ce que, puis tous ceux, par exemple, qui ont payé, il y a une genre de liste quelque part, créer, mettons, on brainstorm, là, créer un site Internet avec tous ces numéros-là, puis c'est le public qui décide, genre, c'est lequel que j'ai le plus aimé parmi tous ceux-là, toc, toc, toc. Ouais. Ben oui, pour certains prix, peut-être. T'sais, pour tous les prix, je sais pas. Ben, c'est sûr que il y a des gens qui diraient que oui, ça devrait être. Mais en même temps, là, tu aurais ceux qui ont le plus d'abonnés sur Instagram gagneraient. Ça ne serait même pas un concours. Ça ne serait même pas une question. Moi puis Matt Duff, on offre un numéro pour le numéro de l'année. Mon numéro est supérieur pour le texte, whatever. Mais il y a comme 250 000 abonnés, je n'ai 10. Je ne peux même pas essayer. T'sais. C'est que à ce niveau-là, ça ne serait pas juste. Puis c'est pour ça que l'Olivier de l'année, que là, oui, c'est le public qui décide. T'sais. Puis l'artiste COVID, je pense que l'humoriste COVID de l'année, le prix spécial qu'il y avait cette année, je pense que c'était le public qui votait aussi. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'était partagé. Il y avait une partie que c'était l'Académie, puis une partie c'était le public. Mais je pense aussi que le monde, ils prennent ça trop au sérieux. Oui, d'un sens, oui. Ben oui, c'est des prix. Ça veut rien dire. C'est pour notre orgueil qu'on fait ça. Puis ça fait juste du bien un peu à l'ego. Ça fait du bien surtout d'une année de même. Je te dirais, là, quand tu as travaillé un peu à contre-courant toute l'année, puis on te dit ah non, c'était belle job, bravo, continue. C'est un genre de. Tu sais, Charles Beauchesne, on parlait tantôt, justement, son podcast, il peut vraiment de l'histoire qui est sorti comme pendant la pandémie. Moi, ça m'a fait un bien incroyable d'écouter ces épisodes-là. Puis je suis content qu'on puisse se dire hey, tu nous as fait du bien. Alors, j'ai ri.
de très, très, très bon cœur plusieurs fois en écoutant les capsules. À cause de toi, ça mérite d'être souligné. Tu sais. On me parle de son podcast souvent. Je sais qu'il doit être super bon parce que j'ai juste des. On me dit juste des bonnes choses, mais j'ai jamais pris le temps. Faudrait que je prenne le temps de l'écouter. Puis, Faut. T'as même pas. T'as aucune raison de ne pas le faire. Bon. Dans le sens que. Je vais rajouter ça à mon agenda. Parce que tu apprends des affaires, c'est très constructif, c'est rigoureux comme recherche. Là. C'est vraiment un podcast d'histoire. Là. Moi j'étais un maniaque de ça, des documentaires et tout ça, mais avec une touche d'humour, beaucoup de act-out. Genre, il parle de Genghis Khan, maintenant des épisodes. Puis il y a plein de moments où il parle « Alors, Genghis, comment vas-tu? » Là, il faut comme personnifier le gars en donnant un langage qu'il n'y avait clairement pas, mais pour expliquer de quoi qui est vrai. Fait qu'il y a plein d'acteurs, la réalisation est malade, les effets sonores sont bonnes. Charles Beauchesne fait les voix, des fois avec d'autres mondes, mais surtout lui. Non, c'est vraiment... Il n'y a rien dans ce podcast-là que tu fais comme « Ah, ça c'est trop. » C'est intéressant, c'est pas trop long, mais juste assez, c'est drôle en tabarnak. Ah non, il faut. Je vais l'écouter. C'est un must. Le prochain stand-up, j'ai pas suivi ça. C'était comment? Oh mon Dieu, c'est une grosse question. C'était comment? Écoute, c'était un gros challenge quand même. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, qui écoutent le podcast, on était 36 humoristes au départ. Certains plus avec de l'expérience, comme moi, d'autres que des gens que ça faisait pas longtemps qu'ils en faisaient, toutes sortes d'acabis. C'était des duels, fait que des duels, un stand-up contre un autre, qui a fait le meilleur numéro, les juges décidaient, le public en sauvait un à la fin, des 3 duels qu'il y a eu pendant le show. En gros, c'était ça. Fait que c'était tout, tu sais, moi je me suis inscrit, c'est comme la période d'inscription, c'était juste avant la pandémie, c'était comme février 2020, c'était juste avant que tout shut down. Fait que moi, je me suis inscrit à ça en me disant tu sais, moi, ça fait longtemps que je fais ça, mais en route, moi, j'avais fait en route en 2011, mais en 2012, il n'y avait pas eu d'en route en 2012, c'était comme une année de transition. Puis en 2012, moi, j'avais fait un gala, le gala de Mike Ward, d'ailleurs. Puis, fait qu'à partir de 2013, quand c'est revenu en route, j'ai pas pu le refaire parce que j'avais déjà fait un gala. Fait que j'ai jamais pu refaire vraiment de concours. Puis moi, il y en a qui n'aiment pas ça, l'aspect concours dans l'humour, puis ça, puis c'est bien correct. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça le challenge, j'aime ça me mettre au défi, j'aime ça la confrontation, entre guillemets, là, pas méchamment, mais j'aime ça. Rose Battle, j'ai adoré faire ça. Si je peux y retourner, je vais y retourner et tout ça. Fait que j'avais le goût. J'avais vraiment juste le goût de me dépasser, de me montrer à moi-même que j'étais capable de rivaliser contre d'autres humoristes et tout ça, voir si j'étais capable, parce que je ne l'avais jamais fait vraiment, à part en 2011, où j'avais été sorti en première ronde par Yannick Demartino, qui avait gagné cette année-là. OK. Aviez-vous un public? Oui, on avait un public. Les 3 premières rondes, c'était pendant l'été qu'on a tourné. Pendant l'été, il y avait un petit assouplissement. Il y avait comme, 60 personnes dans la salle avec les distances et tout. Là. Fait que c'était agréable. C'était le fun de jouer devant du monde. C'est sûr qu'on n'avait pas eu le temps de roder autant qu'on aurait voulu la plupart du temps, mais quand même, on s'en sortait bien. Sauf qu'à la finale avait lieu la semaine après que tout a refermé au mois d'octobre. Moi, j'avais passé les 3 premières rondes, je m'en allais en finale. Là, moi, les 4 finalistes, on s'était booké une semaine parce qu'on avait comme 2 semaines entre le 3e round et la finale. Fait qu'on s'était booké des shows le plus possible pour roder notre numéro. Puis, on a eu 2 jours pour roder. Après ça, pow, tout a shut down. Fait que là, on s'est ramassé sans rodage. Là, on se demandait, hey, on va-tu jouer devant juste les 3 juges d'une salle vide? Ça va être débile, ça va être urk. Finalement, juste pour y servir et de bord, on a réussi à aller à Saint-Hyacinthe, organiser un petit show rapidement, parce que Saint-Hyacinthe, c'était encore une zone orange, j'avais le droit de faire des shows. Fait qu'on est allé à la grosse salle de Saint-Hyacinthe avec pas beaucoup de monde dans la salle, évidemment, pour les distances, mais quand même. Fait qu'on a réussi à jouer la finale aussi devant le public, mais il a fallu qu'on la tourne à Saint-Hyacinthe. On a enregistré ça là. Puis après ça, 2 jours après, on allait en studio avec les juges qui regardaient notre prestation sur vidéo et après ça, décidaient, comme le reste du concours. Fait que ça s'est passé de même. Ça a été une super belle épopée, écoute, une belle visibilité. Ça a été le fun de voir le monde, de faire un peu de la télé, de se dépasser, écrire 4 numbers et finalement gagner. C'est sûr que j'aurais aimé ça que ça arrive dans un moment où, après ça, j'aurais eu peut-être un peu plus d'opportunités. C'est sûr que là, vu que toutes les choses sont arrêtées, j'ai gagné, j'ai eu des entrevues, tout ça, mais ça a tombé rapidement parce que
Ouais. Parce qu'il n'y a rien. Là, ça va restarter. J'espère pouvoir en bénéficier dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais même sans ça, ça a été une super belle expérience. Mais même si je sais que c'est pas une des raisons principales, le prix était quand même assez absurde quand tu regardes les autres concours à télé. Oui, absolument. C'est sûr que c'était 5 000 $. On s'entend que 5 000 quand tu sais que les gens qui sont à Big Brother en font 6, 7 par semaine, juste à rester là. C'est même pas le prix qu'ils gagnent. Ils sont Regardes-tu Big payés. Brother? Je regarde un peu, oui, j'ai regardé. Okay. Pas systématiquement, là, j'en manque souvent, puis c'est pas grave. Là. Ouais. Mais ouais, avec ma blonde un peu. Rich est là, c'est un collègue, c'est un ami, j'aime ça voir comment ça se passe pour lui surtout. Puis Jean-Thomas, les deux humoristes sont encore là. Mais c'était le prix du prochain stand-up, c'était 5 000 plus une chronique. C'était rôle de collaborateur à Radio Énergie, donc c'était assez flou. Moi, j'ai eu la chance de faire des chroniques tout le temps des fêtes. J'ai même animé une fois l'émission du retour, puis une fois l'émission du matin en remplacement. Puis ça a super bien été, j'ai adoré ça, puis j'espère vraiment que c'est le début de quelque chose, parce que, tu sais, eux autres, leur booking pour l'hiver est fait. Là, ils ont leur émission, c'est cet été. Mais peut-être que pour cet été, je lance rien. Là, mais si l'opportunité est là et qu'ils m'offrent de faire de quoi cet été, j'aimerais vraiment ça parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire mes chroniques puis animer puis co-animer à radio. Fait que j'espère que c'est le début de quelque chose. Moi, honnêtement, dans le prix, c'était ça. La radio, 5 000, puis un show à Juste pour rire pendant le festival cette année. Okay. Puis ça aussi, c'est un beau prix. Mais le prix qui me faisait le plus plaisir, c'était la radio, parce que ça fait longtemps que je veux en faire. C'est un milieu assez dur à percer, la radio. C'est dur, c'est un petit milieu très, très fermé. Fait qu'avoir une petite porte pour pouvoir faire une petite brèche, puis peut-être rentrer, puis peut-être en faire de plus en plus, ça ferait vraiment plaisir. J'aimerais vraiment ça. Fait que j'espère que c'est le début de quelque chose. C'est vraiment le bout du prix qui m'a le plus charmé, vraiment, dans tout ce que j'ai eu à date. Là. Ah, c'est cool. Puis, ça vient-tu de quelque part, cet amour pour la radio? Je sais pas. J'ai toujours écouté la radio pas mal dans ma vie, là, de façon générale. Puis, tu sais, dans le temps des grandes gueules et tout ça, j'écoutais ça, puis j'ai toujours aimé ça. Puis, c'est une certaine rigueur d'écriture que moi, il me plaît. Moi, j'écris rapidement. Je suis capable d'écrire beaucoup rapidement. Puis, quand j'ai des deadlines, tu sais, quand j'ai trop de temps, puis que je peux faire je pourrais faire ça demain, je peux être un peu procrastinateur ou paresseux si on me donne trop de lousse. Mais si on me donne un deadline, que j'ai une chronique demain, j'ai une chronique l'autre jour, je vais répondre. Ouais. Moi, j'ai écrit pour Piment Fort les 2 ans que c'est revenu, il y a 4 ans. Puis on écrivait 5, 6, 700 gags par semaine là, pour pondre. Il fallait pondre du liner comme des machines, tu sais. Fait que j'ai découvert une capacité en faisant ce gig-là à pondre beaucoup, beaucoup en peu de temps. Puis j'aime ça. Puis la radio, ben, tu ponds, tu livres, tu ponds, tu livres, tu ponds, tu livres. Cette cadence-là, moi, j'aime ça. Ça me garde allumé. Puis ça me fait pas tomber dans la procrastination de je ferai ça demain. Parce que je ne peux pas faire ça demain, c'est demain. T'sais. Parce que c'est aussi que, je pense que tu es moins, confortable dans ton numéro, genre. Il dure moins longtemps dans le temps. Après ta chronique, là, c'est fini. Ça c'est fini. Ouais. Existe c'est très éphémère. C'est un côté ingrat d'être éphémère comme ça, mais c'est un côté très cool aussi. Puis j'aime jaser en général. J'aime. Là, on le fait plus parce qu'on ne voit plus personne. Là. Un jour, on recommencera, mais j'aime ça jaser de tout et de rien. J'ai une connaissance générale de plein d'affaires très variées, quand même assez. Je peux parler de pas mal d'affaires et pas avoir l'air fou, tu sais. Fait que moi, jaser à la radio, bouncer sur quelqu'un qui me jase, j'aime ça. Du monde qui appelle, ça me stresse pas. Je suis un gars d'impro, fait que je suis assez quick, je pense. Fait que c'est un genre de toutes ces skills-là que j'ai qui sont utiles dans d'autres affaires. Canalise pas mal tout. Tu as besoin de pas mal tout ça pour faire de la radio. Fait que être capable d'écrire rapidement, être capable de livrer efficacement rapidement, puis être capable d'être quick, puis te revirer sur un 10 cents. Ça, c'est des skills que j'ai, je crois avoir, qui sont utiles dans plein d'affaires, mais si je pouvais faire de la radio, ils seraient utiles tout à la même place. Ouais. Fait que je pense qu'il y a aussi ce côté-là, puis voilà. Puis j'aime écouter la radio, j'écoute la radio aussi. Je suis un consommateur de radio, podcast en masse, fait que musique aussi. T'es-tu plus radio ou plus podcast dans ta consommation? Je te dirais peut-être que là, je suis... je sais pas, 60-40. Quand je fais des longues distances, mettons que je vais en show puis que je suis 2 heures sur la route, je me mets des podcasts.
Mais OK. si, mettons, tu sais, je vais faire mes commissions, je vais chez mes enfants à la garderie, là, je mets la radio. Je ne pars pas un podcast Ouais. systématiquement. Mais quand je, mettons, jeudi, je vais à Trois-Rivières faire un show, c'est sûr, j'aurai une couple de podcasts de près pour l'écoute parce que je sais que j'ai 2 heures de char à faire. Mais, fait que tu as du genre de 50-50, mettons. OK. Ça dépend vraiment de ce que tu La fais. distance, ouais. La distance que j'ai à parcourir, en fait, c'est vraiment ça. Si je sais que je vais être 10 minutes, 15 minutes dans le tour, je vais pas me starter un podcast, j'écoute la radio, Radio Cannes ou de la musique ou 98.5 ou autre chose. Puis quand je sais que je fais de la route plus longtemps, en général, je vais starter un podcast ou une bonne playlist de musique. Puis, t'as recommencé ton podcast récemment? Yes. J'étais ultra content quand j'ai vu ça parce que ton podcast, je l'aimais. Ben, je l'aime parce qu'il est revenu. Mais je l'aimais vraiment avant qu'il y ait. Ouais. T'as arrêté? Pourquoi tu avais arrêté? Ben moi, le podcast, ça faisait quand même un bout, ça faisait une 50aine d'épisodes que je faisais avec ce podcast-là sur à peu près 2 ans et demi. Puis c'était super le fun, mais moi, tu sais, j'ai pas vraiment de dons ou de skills de monteur, réalisateur et tout ça. Ouais. Fait que moi, j'engageais des gens qui venaient chez nous avec des caméras et tout ça, puis qui faisaient le montage, puis qui mettaient sur une lettre, qui me faisaient un prix vraiment dérisoire, mais qui me coûtait quand même un bon montant à chaque épisode. Puis oui, j'avais un gars qui me fournissait la viande, j'avais une boucherie qui me commanditait, mais tout ce qui était les autres affaires, c'est moi qui payais. Puis là, j'ai 2 jeunes enfants, là, ils ont 5 puis 3. Mais quand j'ai arrêté, ma fille, elle avait 1 an, puis mon gars avait... Fait que j'avais des très jeunes enfants, ça coûtait de l'argent. Puis j'avais comme atteint une espèce de pic au niveau de ce que ça m'apportait. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu de la visibilité, ça m'a donné des likes. Il y a comme 9000 abonnés sur ma page YouTube de Bon Dimanche. Tu sais, c'était le fun. Puis à un moment donné, ça a pogné un plafond. Puis là, j'avais pas le temps d'amener ça à l'autre niveau. J'avais pas le temps, mettons, de faire un Patreon, puis de créer du contenu supplémentaire, puis de faire un nouveau logo, puis d'investir. Et tout ça, j'ai dit, regarde, j'ai jamais dit que j'allais pas recommencer, mais j'ai dit, regarde, là, je mets ça sur la glace, j'ai plus le temps. Tant qu'à faire un produit moyen puis que ça paraisse que je suis un peu épuisé, j'aime autant mettre ça sur la glace. Puis là, ben, c'est resté sur la glace. Je pensais à revenir. Là, il y a eu la pandémie. Et là, pendant la pandémie, j'ai fait un sous-écoute lockdown, comme on fait là, avec Mike Ward. Puis maintenant, on a parlé du podcast. Puis j'ai dit à Mike Ward, écoute, moi, je serais super willing de refaire. C'est juste que là, je ne sais pas trop comment. Peut-être que si je m'associais à quelqu'un, genre, au début, je pensais plus genre à DoorDash ou quelque chose de genre qui irait porter de la bouffe de resto chez du monde. Puis là, on s'est parlé. J'ai dit, un traiteur, un traiteur, ça pourrait être cool, qui voudrait faire de la bouffe, à la livrer chez le monde, puis on ferait ça par Zoom. Puis 2 jours après, j'ai un gars qui m'a appelé. Il y a un traiteur qui s'appelle Olive Orange à Montréal. Il dit, nous autres, on aimait ton podcast, le monde triple là-dessus. Nous autres, on serait super willing de te faire ton menu, on le livre chez le monde, tant que c'est à Montréal et, mettons, Rive-Sud. Parce que les autres, ils vont pas aller livrer à Trois-Rivières. Ouais. Mais avec eux autres, moi, je fais comme je faisais, c'est-à-dire que je demande à mes invités des comfort food qu'ils aiment, des mets réconfortants, desserts, plats principaux que, tu sais, c'est souvent dans des genre lasagne, pizza, macaroni au fromage, gâteau Reine-Élisabeth, whatever. D'affaires qui rappellent notre enfance, souvent. Puis là, moi, j'appelle mon traiteur, je dis, hey, Joe Cormier, il aime telle affaire, puis Christine Morancy, telle affaire. Il dit, OK, je pars là-dessus, je te reviens. Puis les gens avec son équipe. Puis eux autres, de ce temps-ci, sont moins occupés que d'habitude. Des projets comme ça les stimule, ils sont contents. Fait que là, ils m'envoient un menu. Là, au début, je me disais, il va me faire une bonne petite bouffe, ça va être le fun. Mais il se casse, écoute. Canard confit dans le mac and cheese avec de la truffe, mon gars. Puis les petits puis là, ça arrive chez nous, un beau petit sac avec le manuel pour faire réchauffer comme il faut. Puis le gars, il se donne vraiment. Là, vraiment, il est super motivé. C'est nice. Fait que là, je me suis dit, quand même, j'aimais ça, l'aspect faire de la bouffe, mais ça me demandait du temps. Il fallait le matin de mes podcasts, ma blonde partait avec les enfants, la garderie, tout ça. Puis je passais l'avant-midi à faire de la bouffe pour le podcast. Le monde arrivait, on mangeait, on faisait le podcast. Après ça, je ramassais, j'allais chercher mes enfants, puis j'avais perdu une journée. Là. Je perdais une journée de travail à chaque podcast. En plus de me coûter de l'argent. Fait qu'à un moment donné, c'était intense. Alors que là, j'organise mon petit setup, je fais mes affaires l'avant-midi. Ding, ding, ça sonne à la porte, c'est mon traiteur qui vient me porter mon dîner. Les invités aussi. On se connecte, on fait ça, puis c'est le fun. Après ça, éventuellement, j'aimerais ça revenir en présentiel, là, qu'on fasse ça avec le traiteur quand même. Qu'il y ait plus l'ambiance d'un souper. Là. Ouais, ben, éventuellement, on va le faire. Mais tu sais, pour l'instant, ça plaît au monde. Le Zoom, le monde reste chez eux. C'est facile de se glisser ça à l'horaire. Il n'y a même pas besoin de se déplacer. Fait que, tu sais, pour les prochains mois, je vais le garder comme ça. Éventuellement, quand ça sera plus facile, peut-être que je louerai un endroit pour qu'on puisse le faire en live, en présentiel. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça, puis on continue. J'ai des bookings qui sont faits pour les prochaines semaines. Fait que je vais continuer même encore une couple de semaines, une couple de mois, puis on verra où ça va nous mener.
Est-ce que c'est déjà arrivé que quand tu demandes à un de tes invités c'est quoi qu'il veut, qu'il te dise un plat, mais que genre un craft dinner saucisse, puis que tu dis juste ouais, t'as-tu quelque chose d'un petit peu plus fancy que ça? Oui, 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 oui. Puis, tu sais, en fait, je dis pas fancy parce que je veux que ça soit comfort food, tu sais. Mais il y en a des fois qui me demandent littéralement de quoi en boîte. Puis, de façon générale, toi qui me dis, je veux un craft dinner, je dis, ben écoute, peut-être que je te ferai pas un craft dinner, mais je peux te faire un esti bon mac and cheese. Ils sont comme, ah ouais, c'est cool, mais je te dis craft dinner parce que moi, j'aime ça en boîte, là. Fait que c'est rare que je dis, mais tu sais, si quelqu'un, parce qu'il y en a des fois qui me disaient, des chips, des cornichons, puis de la crème glacée. Je suis comme, non, un plat. Il me faut un plat. Tu sais, je ne vais pas te servir un bol de chips. Là. Mais de façon générale, c'est toujours quelque chose de. Tu sais, des fois, je prends quelque chose de très basique, j'essaie d'y donner une twist. C'est ça que je faisais. Mais tu sais, il y a des exceptions. Mettons, Bob le chef, quand il est venu avec Geneviève Evrel, la fille de sushi à la maison, Bob le chef était venu. Puis Bob le chef, c'est un chef. Tu sais, il a étudié là-dedans, il sait faire à manger. Puis il m'avait dit, dans ses choix, il y avait gâteau Duncanine en boîte. Les gâteaux au chocolat en boîte, Duncanine. Puis j'étais comme un chef qui me demande un gâteau en boîte. Je faisais comme, OK, je vais y faire un gâteau en boîte. Fait que là, j'y ai fait un gâteau Duncanine en boîte. J'ai pas rien. J'ai acheté en boîte, j'ai acheté du crémage. J'ai fait ça comme old school. Là, puis parce que j'avais envie de lui demander, pourquoi tu me demandais, tu sais, t'étais un chef. Ouais. Capable de faire des desserts formidables, tu as sûrement mangé des choses mieux que ça. Mais il dit, quand tu es un chef, il dit, en tout cas, beaucoup de chefs que je connais, quand on fait un gâteau au chocolat, le plus proche il s'approche de ce gâteau-là, le mieux on a réussi. Il dit, selon, on sait, c'est plein de crap, ces gâteaux-là, c'est plein d'affaires de l'huile de palme et tous ces shit-là. Il dit, on le sait, les ingrédients ne sont pas nobles, mais la texture du gâteau, quand tu viens de le faire, le sucré, si tu veux faire un gâteau chez vous toi-même puis il goûte ça, tu as réussi. Et je trouvais ça intéressant de parler de ça à un chef. Puis, tu sais, Geneviève Evrel qui est super sushi, bouillon, dumpling, soupe tonkinoise, elle voulait un rôti de palette avec des patates, de la sauce brune. T'sais. Mais est-ce que tu l'as réussi, le gâteau à Bob? Oui. Ah oui. Gâteau en boîte, c'est dur à rater quand même. Ouais? Ben, tu sais, quand je vivais chez mon père, il achetait souvent ça. Puis à chaque fois que je les faisais, il était en crise parce que je les scrapais. J'étais trop gelé, puis là, j'avais faim, puis là, je les faisais pas assez cuire, puis là, il était en tabarnak. Mais si tu suis ce qui est écrit sur la boîte, Aziz, là, tu peux pas te tromper. Parce qu'il y en a des fois, j'ai mis un peu plus haut parce que j'avais moins de temps, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Tu mets pas un gâteau, à place de le mettre une demi-heure à 350, tu le mets 15 minutes à 700. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais si tu suis, regarde, à un moment donné, tu te pardonneras, tu en rajouteras une boîte, puis suis précisément. Attends que ton four soit chaud, brasse le temps qu'il faut. Suis vraiment ce qui est écrit Aziz sur la boîte, puis ça va marcher. Mais effectivement, si tu étais batté, puis tu avais trop hâte, tu l'as sorti 15 minutes trop tôt, ça se peut qu'il était un petit peu encore à l'état smoothie. Là, ben, moi, je trouvais ça bon. C'est du sucre pareil. Puis là, mon père qui se pogne un morceau puis qui est comme What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon gâteau? Mais ouais, pardonne-toi un jour, réessaye-le en suivant les instructions. Pas genre surfer, m'a jazzé là-dessus, non. Exactement ce qui est écrit. Tu te tromperas pas. Je l'avais réussi. Mais en fait, je pense que c'est ma blonde qui l'avait fait. Mais cela dit, j'ai déjà fait du gâteau en boîte souvent puis j'ai jamais vraiment raté. Genre, c'est sûrement déjà arrivé. Pour les mêmes raisons que toi, sûrement. mais non, j'avais réussi. Puis j'avais réussi mon rôti de palette sauce brune avec patate pilée aussi à merveille. T'as-tu déjà raté un plat? Bon, on me l'a dit plus tard que, j'avais reçu Rosalie Vaillancourt puis Pierre-Yves Roy Desmarais, qui étaient un couple à ce moment-là, quand je disais ça. Mais ça n'a pas d'importance. Mais Rosalie m'avait dit qu'elle travaillait beaucoup sur les Lucky Charms. Les céréales Lucky Charms. Les céréales avec les guimauves. Elle n'avait pas juste ça, mais dans sa liste, il y avait un gros aspect de trip sur les Lucky Charms. Fait que je m'étais dit, hey, je vais faire des carrés Rice Krispies, mais avec des Lucky Charms. À la place des Rice Krispies. Ça va quand même. Puis j'avais vu sur Internet bien du monde faire ça. Fait que je fais des Rice Krispies avec des Lucky Charms. Puis honnêtement, j'en sers un morceau à tout le monde. Puis je la voyais comme picosser, manger juste les petites guimauves et tout ça. Moi, je les mange au complet. Je trouve ça bien correct. Puis elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça dégueulasse parce que, tu sais, ça perd un peu de son crunchy, ça devient un peu plus mou, ça donnait une texture particulière. Moi, ça me dérangeait pas du tout, mais elle n'avait pas aimé ça. Mais Pierre-Yves Roy, il avait aimé ça, je pense, mais elle n'avait pas aimé ça. Elle m'a dit, putain, ça, c'était vraiment pas bon.
Mais je leur avais fait un gros nachos avant qu'elle avait trouvé délicieux aussi. Okay. Fait qu'au moins, il y avait ça qui avait pallié. Mais raté. Tu sais, il y a des fois que j'étais comme en mangeant, j'étais comme j'ai pas assez mis de ça. Je peux avoir. Mais raté, là. Quand j'avais reçu Étienne Dano et Charles Deschamps, j'avais fait des BLT. Puis mon pain était un peu trop croustillant. Là. Ça paraît. Okay. Quand tu l'écoutes, t'entends le mais c'est des petites erreurs comme ça. Dire j'ai raté, non, pas vraiment. Y a-t-il une recette que, pas forcément pour ton podcast, mais dans la vie de tous les jours, que t'es pas capable? Chaque fois, tu rates? C'est une bonne question. C'est que je rate à tout coup. Pas vraiment, je te dirais. Ah ouais? Rate, c'est un grand mot, mais les patates pilées. J'ai toujours il y a encore un peu de mouton, un peu trop dur, un peu trop collante. J'ai bien de la misère à. C'est toujours mangeable, c'est pas genre je le jette, là. Mais ma blonde, elle a fait toujours des patates pilées, sont lisses, tu sais. Puis j'essaie de suivre ce qu'elle fait. Mon père, c'est un pro, là, un Jedi de la patate pilée. Mais moi, j'ai de la misère à faire une patate pilée qui est exactement comme je la voudrais. Cela dit, comme je dis, on la mange tout le temps, puis c'est bien correct. Mais ouais, la patate pilée, j'ai pas encore trouvé le bon dosage de. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi le petit coche qui me manque, là, mais ce serait peut-être la seule affaire qui me vient à l'esprit. T'as-tu essayé des patates pilées en boîte? Non, si, voilà. La poudre. Oui, j'en ai déjà fait. Mais quand t'as le goût de manger comme une cafétéria, c'est le fun, là, mais c'est pas mal ça, là. Ça fait cafétéria d'hôpital en crise, là, tu sais. Surtout quand tu sais que, tu regardes la boîte de patates pilées, puis le prix des patates, c'est ridicule, là. Des patates, ça coûte rien, puis je peux te faire une chier de patates pilées avec des vraies patates pour le même prix qu'une boîte. Mais il y en a qui aiment ça se vend encore. Mais c'est des vrais. Il y a des boîtes que c'est des vraies patates. C'est des vraies patates en flocons, d'autres que c'est plus comme des substituts, mais je trouve pas ça assez compliqué d'éplucher une patate et de la couper en cubes pour me rabattre sur une boîte. C'est ça. Pas encore. Pas encore. Est-ce que tu as toujours aimé la cuisine? Non, j'ai toujours aimé manger. Mais quand j'étais jeune, j'étais très difficile. Tu sais, quand j'étais enfant, j'étais très, très, très difficile. Puis ma mère était. C'est pas un reproche que j'ai fait, là. Ben des mères de ces années-là, puis encore aujourd'hui, font ça. Ma mère n'était pas du genre à vouloir se battre avec nous autres pour nous obliger à manger notre brocoli. Fait qu'elle t'aime pas ça, on n'en mettra pas, puis c'est tout. Fait qu'on mangeait souvent les mêmes affaires, puis c'était assez ça que j'aimais, tu sais. Mais en vieillissant, en déménageant, tout ça, je me suis rendu compte que c'était ridicule de même pas goûter, tu sais. Ouais. Parce que j'étais boqué à ce point-là. Quand j'étais jeune, je voulais même pas goûter, tu sais. Mais après, relativement rapidement, rendu adolescence, un peu plus vieux, je me suis dit, au moins, arrête, tu vas pas mourir, là, au pire, ce sera pas bon, tu sais. Puis là, j'ai commencé à découvrir, puis là, je me suis découvert vraiment une passion pour ça. Fait que, je te dirais que début vingtaine, mettons, quand j'étais déménagé chez nous, j'étais arrivé à Montréal en colocation, puis que là, on s'arrangeait un peu avec ce qu'on avait, on essayait d'être créatif, on faisait des patentes, puis mon coloc, à ce moment-là, lui, il cuisinait plus que moi. Fait que là, j'ai commencé à aimer ça de plus en plus. Mais ça s'est développé beaucoup. J'ai pas toujours eu cette passion-là. Puis chez nous, tu sais, ma mère, elle aime ça faire de la bonne bouffe, mon père aussi, mais ils sont pas toujours en train d'essayer plein de 100 000 affaires, puis de toujours aller dans des restaurants différents, puis plein de livres de recettes, tu sais. En vieillissant plus, peut-être à cause de moi aussi, parce que je leur montre des affaires que j'ai goûtées, puis je leur donne des cours à guilde culinaire comme cadeau pour qu'ils prennent des cours de patente. T'sais. Fait qu'ils s'ouvrent à plein de choses, mais je te dirais que ça s'est développé beaucoup avec le temps. OK. Ben, c'est quoi ton repas préféré? Ben, écoute, même si je suis... Mettons que tu serais invité à ton propre podcast. Ce serait quoi les plats que tu dirais à Simon? Ben, tu sais, si on y allait dans le comfort food, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui bat une tourtière du lac, à mon goût à moi. Là. Okay. Moi, j'ai du Saguenay à Lac-Saint-Jean. Pas un pâté à viande, là, une tourtière. C'est quoi la différence? Parce que j'ai jamais goûté. Mais au Saguenay, ce que toi t'appelles une tourtière, là, qui est comme probablement tu as déjà mangé ça, c'est une tarte mais avec de la viande hachée dedans. Ouais. Ça, nous autres, chez nous, on appelle ça un pâté à viande. Okay. Ça, c'est un pâté à viande. Puis une tourtière, c'est en fait, tu prends un gros plat, c'est tout entouré de pâte, avec de la pâte sur le dessus, puis en dedans, c'est de la viande en morceaux avec des patates. Puis là, tout le monde a sa recette au Saguenay de
quel genre de bouillon tu mets, quel genre de sauce tu mets là-dedans, quel genre d'épices, quel genre de... Tout le monde a sa technique. Au Saguenay, chaque famille a « Ah, moi, dans ma tourtière, je mets ci, je mets ça. » Puis ça, c'est le genre d'affaire que c'est long à faire. Là. C'est pas compliqué, mais c'est long. Parce qu'il faut que tu coupes une chier de patates. Il faut que tu fasses mariner ta viande, il faut que tu fasses ta pâte, il faut que tu la roules, il faut que tu la places. C'est pas compliqué, mais c'est long. Fait que tu le fais pas souvent, c'est un repas excessivement copieux. Là. C'est de la pâte, des patates, de la viande, c'est très pesant. Et c'est plus genre l'hiver qu'on fait ça ou l'automne. Mais ça, j'en fais peut-être, je sais pas, mettons 2-3 fois dans l'année. Okay. Ça, il n'y a pas grand-chose qui me fait plus plaisir dans la vie parce que ça cuit comme entre 12 et 15 heures. Fait que tu la mets au four le matin, tôt, pour souper le soir. Fait que toute la journée, ça sent. Ça sent dans la maison, ça cuit. À basse température, mais longtemps. Fait que ça sent la pâte qui cuit, ça sent la viande, ça sent les patates. Fait que ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon dans la maison toute la journée. Puis moi, ça, des affaires mijotées comme ça, braisées, des choses qui cuisent longtemps, qui sentent bon, ça me fait vraiment excessivement plaisir. Sinon, guilty pleasure, du poulet frit. Tu sais, j'en mange pas trop souvent parce pour des raisons qu'on sait. Mais j'adore un bon poulet frit, bien fait, là, surtout maison. Tu le sors, tu le manges tout de suite, il est croustillant. Ça, j'avoue que ça serait dans mes tops. Sinon, ben, je suis toujours à l'affût d'un bon spaghette. Un bon spaghette, c'est un classique, mais j'aime essayer les sauces des gens. J'aime ça quand le monde me dit hey, moi, ma mère a fait la meilleure sauce, ma blonde fait la meilleure sauce, moi, je la fais la meilleure. Achète celle-là, elle est vraiment bonne en pot. J'aime ça essayer les sauces à spaghetti, même du commerce en général. Moi, je vais être toujours très, très content de manger un spaghetti. Classique, mais c'est pas obligé d'être juste lui à ma mère ou le mien. Oui, mais j'aime ça d'essayer d'autres. De ma blonde, on en a fait des sauces végétariennes. Fait qu'elle fait des sauces végé, super bonnes aussi, aux lentilles, au tofu, au PVT, 3 sortes de viande, chair à saucisse, meatball. Fait que un bon spaghette, c'est pas mal tout le temps sure shot. Puis ça, ben, quand tu as des enfants, tu le sais. Moi, si ça me tente pas de me signer un soir, je veux que tout le monde soit content, spag, 100% du taux d'efficacité. 100%. Jamais mes enfants disent non à un spaghetti. Jamais. Puis je pense pas que j'ai déjà vu un enfant dire non à un spaghetti. Ben, de ma vie. Quand j'étais jeune, je disais pas non, mais je voulais pas de sauce. Je mettais genre une cheese whiz ou une tranche de fromage. Oh, shit. Oh. Pauvre enfant. Pauvre enfant. Il y a quelque chose de brisé en dedans de toi, jeune homme. Puis j'aimais ça, mais aujourd'hui, je mange ça, puis je vais avoir le goût de vomir. Là. Il y a des affaires qu'on mangeait quand on était jeune, des fois. Peut-être pas vomir, quand ouais, maintenant je tripais là-dessus, puis j'aurais pas dû. À un moment donné, c'était. Je mange plus de craft dinner. J'en avais fait un il y a pas longtemps. Je mange. Là, je fais non. 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 Tu vois, moi, je l'ai encore, ça. Moi, il y a toujours une boîte de craft dinner, puis j'en mange pas souvent, là. Peut-être une fois ou 2 mois, mettons. Mais quand j'ai le goût à midi, ou c'est souvent le midi quand je suis seul, parce que j'ai honte, mais quand j'ai le goût de ça, c'est ça. Ouais. Je fais un meilleur mac and cheese. Je fais un bon mac and cheese maison là, avec du vrai bon fromage, puis une béchamel. Mais quand j'ai le goût d'un craft dinner, j'ai pas le goût d'un mac and cheese. J'ai le goût d'un... Comme une soupe Lipton, mettons, tu sais, en sachet. Je sais pas si tu as déjà goûté. Il y a un craft dinner qui est... Je pense que c'est de la marque Kraft. C'est genre de luxe. Puis t'as comme du fromage. C'est pas du fromage en poudre, c'est genre... Velveta. OK. Ouais. Ben, ça me dit quelque chose d'avoir vu ça. C'est genre un craft dinner qui coûte 5$ la boîte, là, mais c'est lui mon préféré. Il est plus crémeux. Ben, à ce prix-là, mon chum, tu devrais apprendre à en faire un parce que pour 5$, je vais t'en faire un sillon. Ah, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Une petite béchamel, farine, beurre, lait avec du fromage là-dedans puis des nouilles. Pour 5$, c'est un genre de juggernaut là, que tu manges toute la semaine. Ouais. On a parlé de spaghetti dans un des podcasts que tu as fait du spaghetti. Tu avais reçu Marilyn Jonca puis Yves Maillot. Eve, ouais. Ouais. J'avais jamais goûté. Je l'ai essayé. Dans le podcast, on le voit. Là. J'en ai mis un peu. Puis, c'était intéressant. Tu sais, je comprends pourquoi quelqu'un peut... Moi, ça m'a pas fait capoter, mais ça m'a pas écœuré non plus. Mais le côté, probablement... Tu sais, moi, je vois ça comme... Dépendant de ta sauce, là, à spaghetti, là, moi, ma sauce, c'est comme d'habitude, chez nous, c'est ma blonde qui s'occupe beaucoup de la sauce, mais ça, on l'a fait mijoter longtemps, fait qu'elle devient comme très épaisse, assez riche. Fait qu'elle enrobe bien les pâtes. Mais des fois, des sauces qui sont un peu plates, un peu liquides ou un peu. Il manque de thickness. Puis si tu rajoutes une cuillère de mayo là-dedans, ça rend ça beaucoup plus onctueux.
le gras de la mayo vient lier tout ça. Fait que ça donne une texture agréable. Puis, la mayo, c'est assez versatile comme goût. C'est pas un goût super prononcé. Fait que ça a l'air dégueu quand tu le dis avec des mots, mais dans le concret, quand tu y goûtes, c'est comme oh oui, oui, oui. C'est comme, tu sais, c'est un hamburger avec de la mayo dedans, c'est de la viande hachée, il y a souvent des tomates, t'es pas loin d'une sauce à spag, puis c'est pas si weird que ça. C'est juste que les gens, comme les gens qui boivent un grand verre de lait avec un spaghette, souvent, ça arrive que le monde fait ah mon Dieu, mais c'est logique, l'acidité de la tomate, le basique du lait, ça contrebalance, ça fait du sens. C'est juste que quand t'es pas habitué de faire quelque chose, d'emblée, ton réflexe, ça va être de dire urk. Ouais. Ça, t'essayes, tu dis ah, OK, finalement, t'avais peut-être raison. C'était bien. Je le refais pas. Je ne l'ai pas refait après. Mais j'avais fait comme ah, OK, c'est intéressant. Ah, ouais. C'est drôle, mais je comprends. Je comprends pourquoi. Tu sais, j'aime la mayo. J'aime ça dans un burger. J'aime ça. J'aime la mayo. Mais on dirait que une cuillère, mettons, de mayo dans une assiette, ça. Que ça soit étendu sur quelque chose. Ouais, faut qu'elle soit discrète. Faut pas, OK, c'est ça, subtil. Hein. Ouais. Au poulet, là, tu sais. Pas que trop ça déborde de ses côtés. Là. Je veux pas l'avoir. C'est juste ça. OK. Je veux pas l'avoir. Faut que ta maillot soit déguisée. Ouais. Tu sais, ben là, à ce moment-là, ouais. Dans la cuillère, dans le spaghetti, ta voix. Ouais. La sauce, ça devient comme plus pâle un peu. Fait que tu sais qu'il y avait de la maillot, puis ça fait un peu que des petits, pas des motons, mais des petits cailles un peu. Là. Puis c'est pas désagréable, mais si toi, t'aimes pas trop avoir, je te suggère pas d'essayer ça. C'est pas très subtil. C'est sûr. J'aimerais ça qu'on parle de la fois qu'il a fallu que tu déménages à cause qu'il y a quelqu'un qui s'est stationné dans ta maison. Ouais. Écoute, ça fait 2017, ça va faire 4 ans de ça. J'étais chez nous, je le raconte d'un number. Si les gens veulent avoir l'intégrale, là, je vais paraphraser un peu, aller sur l'open mic de Dominique et Martin. J'avais fait ça sur l'open mic. C'est disponible sur Nouveau. Mais en gros, c'est ça. J'étais chez nous. J'étais en train de travailler, ma blonde faisait une sieste, j'entends un boom. C'était un char qui était rentré de reculons dans ma maison. Puis moi, je restais pas dans un endroit où c'était. En fait, où je restais, c'était un jumelé. Et moi, j'étais sur le jumelé de droite, il y avait comme un autre jumelé là, puis il y avait un mur dans le milieu. Puis il y avait une rue genre là. Fait que tu sais, je me disais que ça se pourrait qu'un char rentre de face chez le voisin. Parce que la rue, ça fitait chez eux. Ouais. Fait que tu sais, s'il y avait eu un char qui était rentré de face chez eux, j'aurais compris. Mais moi, de reculons chez nous. Fait que si les gens veulent se faire, mettons que ça, c'est moi, je suis là, mon voisin est là. Et la madame est partie de la maison qui était là, de reculons, puis elle a fait une curve comme ça, puis elle est rentrée chez nous. Mais elle a tilté. Elle sortait d'une entrée, elle était sur le R, le reculon. Puis là, probablement qu'elle voulait, elle a crampé, elle a voulu se mettre sur le dé pour partir, mais elle ne l'a pas fait. Elle a mis du gaz, puis elle s'est rendue compte qu'elle reculait. Puis au lieu de breaker puis changer ça pour dé, elle a paniqué, les fils se sont touchés, elle a juste mis plus de gaz. Puis là, après ça, elle a monté sur le trottoir, mon terrain, 4 marches en pierre, puis elle est venue défoncer ma porte d'entrée et mon hall d'entrée, de reculons. T'étais-tu là? J'étais à 10 pieds à côté, j'étais dans le salon de chaque côté. Puis, j'imagine que tu as parlé à cette madame-là? Ben, parce que là, comme je dis dans mon number, elle est reculée dans la maison, mais elle n'a jamais lâché le gaz. Tu sais, à un moment donné, quand elle est rentrée dans la maison, le char s'est arrêté parce que c'était une maison. Mais le gaz, elle n'a jamais arrêté le gaz. À un moment donné, elle a juste probablement enfoncé son bras de vitesse pour s'en aller vers le D. Mais là, sa direction, tout a arraché. Là. Elle vient de monter 4 marches en pierre, en dessous de son char, c'était arraché. Fait que moi, je l'ai vu. Tu sais, j'ai entendu le gros boom. Je me suis levé de mon sofa. Puis, parenthèse, ceux qui écoutent, moi, j'ai une maladie des glandes surrénales. Moi, je ne sécrète pas d'adrénaline. Fait que j'ai pas de rush d'adrénaline dans ces moments-là. Moi, dans les moments de stress ou de peur, je n'avais pas paniquer, tout ça. Fait que moi, je suis très conscient de ce qui se passe, puis trop calme même peut-être. Fait que moi, je me suis juste levé, entendu un gros boom, puis la maison a shaké. Je fais ça, tu réalises pas que c'est un char tant que tu l'as pas vu. Là. Fait que là, je vais dans mon hall d'entrée, je vois le char, de reculons, le gaz dans le fond. Maintenant, elle change pour se mettre sur le D. Puis elle est allée s'emboutir d'un arbre dans le parc en face chez nous. Après. Puis j'ai vu le char faire comme juste zigzaguer un peu parce que même si elle avait voulu conduire, elle n'avait plus de direction. Elle est rentrée dans l'arbre. Elle a été chanceuse. Moi, j'ai été chanceux de ne pas me faire mal. Puis c'est juste des bruits matériels. Mais elle a été chanceuse parce qu'à côté de chez nous, il y avait une garderie. C'était un grand parc qui faisait beau. Elle aurait facilement pu appeler quelqu'un, un enfant ou même quelqu'un qui se promenait parce qu'il y avait un parc. Les gens faisaient souvent des marches dans ce coin-là. Elle aurait facilement pu appeler quelqu'un, surtout en reculant aussi, mais surtout après qu'elle soit partie de mon terrain jusque dans l'arbre.
Elle a vraiment traversé une partie du parc, là, puis elle a été vraiment, vraiment chanceuse de ne pas frapper personne. Parce que là, tu sais, là, c'est du matériel, parce qu'elle se sentait mal, évidemment, mais c'était du matériel. Ça avait tué ou blessé quelqu'un. Écoute, ça détruit une vie. Ben, plus qu'une vie, là, mais tu sais, comment est-ce que je veux dire? Ça... Fait que là, pendant 3-4 mois, tu es obligé d'aller vivre d'un condo que les assurances vous avaient payé parce qu'ils ne savaient pas si la structure avait été endommagée. Là, tu tombes dans les dédales des assurances, de paperasse, de qui va payer quoi, de qui envoie quoi. Puis finalement, la fondation n'avait pas été brisée. C'était juste vraiment la brique. C'était magané, mais il n'y avait pas de dommage à la structure en tant que telle. Fait qu'ils ont tout refait de ma façade en nouvelle brique, nouvelle entrée, nouvelle porte, tout ça. Fait que 2 mois après, du monde sont venus cogner chez nous pour savoir si ma maison était à vendre. Puis je l'ai vendue plus cher que je pensais parce qu'elle était rendue plus nice depuis que le char avait... Fait que ça a été vraiment chiant, mais au bout de la ligne, ça a été... Ça a été payant. Ouais. Mais étais-tu à jeun, cette madame-là? C'était parfaitement à jeun. Elle avait, ils ne pouvaient pas tout nous dire, ils n'ont pas le droit de tout nous dire son dossier, mais elle avait déjà eu des suspensions de permis pour des pas d'affaires, pas ça, là, mais tu sais, des tickets ou des. OK, ouais. Elle avait des antécédents. Mais elle n'était pas sous l'influence de rien. C'était en plein après-midi en plus. Il pleuvait pas, il n'y avait pas de glace, pas de neige. Gros soleil un vendredi, il faisait 15 dehors. C'est rien qui laisse présager qu'il pourrait arriver de quoi. Puis, je sais pas, là, ça fait quand même plusieurs années que je n'ai pas eu d'autres nouvelles, mais je serais pas surpris de savoir qu'ils ont juste suspendu. Elle était relativement, pas âgée. Là. Elle avait une certaine âge, elle était pas vraiment rendue là. C'est quand tu as eu une couple d'antécédents, puis tu as défoncé une maison pour aucune raison. Là, pas genre, tu as voulu éviter quelqu'un ou tu as eu un moment de panique, puis tu as juste tilté parce que tu avais trompé en R puis D. C'est quand même risqué de te donner ton permis après. Là. C'est sûr. Je sais pas. En même temps, ils leur donnent des fois du monde, c'est comme pourquoi vous leur avez donné. Des fois, c'est discutable, mais regarde. Ouais. Ben, peut-être qu'elle a juste eu à repasser son cours. Ouais, peut-être. Je sais pas. Mais... Honnêtement, j'ai pas eu d'autres nouvelles, puis j'en voulais pas. Tu n'y reparles plus. C'est pas, non. Tu l'as pas invité au bon dimanche? Non. J'ai pensé à un moment donné, parce qu'elle, quelqu'un de sa famille, je pense que c'est son fils, que tout le gens qui était venu nous voir, en nous disant qu'elle voulait nous parler. Mais ça venait d'arriver, on était encore un peu à chaud, on n'avait pas vraiment envie, même d'avoir des excuses. C'est Puis après ça, on n'a pas eu d'autres nouvelles, fait qu'on n'a pas couru après non plus. Mais sur le moment, la journée que tout ça s'est passé, tu as-tu parlé un peu? Je suis allé la voir tout de suite quand elle allait s'emboutir dans le parc, j'ai appelé la police, puis je suis allé voir, parce que j'étais allé la voir pour voir si elle était correcte. Je souhaitais quand même pas qu'elle se soit fait très mal. Puis elle était confuse. Tu voyais, elle avait son téléphone dans les mains. Je ne sais pas si elle essayait d'appeler quelqu'un. Elle avait l'air un peu confuse, mais elle était correcte. Elle parlait, elle n'était pas dans les pommes ou tout ça. Puis après, les ambulanciers sont arrivés et ils sont occupés d'elle. Je suis juste allé la voir pour voir si elle n'était pas blessée. Elle aurait pu être blessée gravement. Il aurait pu faire il aurait pu avoir un tuyau qui a sorti du champ, qui aurait pu y empaler une jambe ou aurait pu se péter une. Je sais pas. Mais elle était correcte. Elle n'avait pas de blessure grave. J'imagine qu'elle devait avoir le cou raide un peu. Mais elle allait bien. Je suis allé juste vérifier, puis après ça, j'ai laissé les ambulanciers et policiers s'occuper du reste. Good. Mais je pense que c'est ça l'important, c'est que personne n'a été blessé. Oui, absolument. Sur le coup, c'est un peu, il arrive plein d'émotions. Puis quand la poussière retombe, c'est comme, mais personne n'est blessé. Le reste, c'est pas grave. Le reste, ça se rembourse, ça se rajette, ça se répare. Mais pas quelqu'un. C'est pour ça que je te dis, elle a sûrement qu'elle a passé par ces chemins-là aussi, puis qu'elle a dû, après un certain temps, elle a dû se dire c'est plate, mais c'est juste du matériel, j'aurais pu foncer dans quelqu'un. Facilement, là, il y avait souvent des gens, elle était très, très, très chanceuse de ne pas frapper personne. Ça aurait été dramatique. C'est juste tes enfants, étaient-tu chez toi? Non, ma blonde était enceinte de notre deuxième, puis mon garçon était à la garderie. Voilà. Mais j'étais, c'est dans les heures que, 10 minutes après, j'étais dans la hall d'entrée en train de mettre mes souliers pour aller le chercher. Là. Et j'aurais pu aussi, ça aurait pu être vraiment pire que ça. J'étais dans le salon et j'ai entendu un gros boom, mais j'ai juste entendu, j'ai pas eu de bobo. Ma blonde non plus. Elle faisait une sieste, elle était dans la chambre en haut. Fait que c'est ça, comme je dis, personne n'a eu de blessure. Peut-être, comme je dis, la madame sûrement un peu le cou un peu raide quelques jours, mais sans plus, c'est pas vraiment un problème. Ouais. Mais voilà. T'es-tu plus, là je change complètement de sujet, t'es-tu plus film ou série dans la vie? Ou aucun? Non, je veux les deux. J'aurais tendance à dire plus film. Okay. J'adore écouter des séries, surtout pendant la pandémie, avec ma blonde. Ma blonde est plus série. Fait que quand on écoute des affaires ensemble, c'est plus des séries. Mais tu sais, mettons que
j'ai toujours été quand les cinémas étaient ouverts, j'y allais assez fréquemment. J'aime vivre l'expérience d'écouter un film. Même j'adore aller au cinéma. J'ai hâte de pouvoir y retourner. M'aller m'installer, passer 2h30. Il y en a qui aiment mieux streamer, mais un gros écran de cinéma, un popcorn, l'ambiance, tout. J'aime ça me dire, là, je viens faire ça. Pas de cellulaire, pas de personne qui me parle à côté, pas un ordi gros de même. Je vis 2h30 d'un moment. J'aime l'expérience que me fait vivre le cinéma plus que les séries. Mais cela dit, il y a des séries qui m'ont fait vivre des expériences incroyables. J'ai adoré, là, puis j'aime ça, j'en écoute encore. Mais un bon film, c'est dur à battre. Est-ce que tu peux me dire, mettons, ton top 3 de tes films préférés? Oh shit, top 3. Ben, tu sais, il y a un cliché qui revient souvent que moi j'ai adoré, tu sais, Forrest Gump, que c'est comme un film que presque tout le monde nomme quand tu dis c'est tes films préférés. C'est pas très original, mais je l'ai adoré. Requiem for a Dream, qui est Retour à Brooklyn en français, qui est un film que j'ai vu quand j'étais fin secondaire, puis qui avait vraiment changé la dynamique que j'avais du cinéma, qui à ce moment-là était plus comme les blockbusters, les films d'action, j'écoutais avec mon père, Stallone, Schwarzenegger des années 90, tout ça, que j'aime encore. Mais ça m'a comme fait montrer un autre aspect du cinéma que je connaissais moins. J'ai pogné de quoi aussi là, quand j'ai écouté Pulp Fiction de Tarantino. Mes parents l'avaient loué quand c'est sorti, puis c'était pas vraiment le genre. Il y avait un peu dépeint ça comme un pas mon film, vu que je m'étais assis là-dessus. Puis quand j'ai fin secondaire aussi, quand j'ai découvert ça, quand j'ai trouvé ça malade mental avec Pulp Fiction, c'en est un. Un autre film, j'adore le film There Will Be Blood avec Daniel Day-Lewis où il joue un prospecteur de pétrole début du 20e siècle aux États-Unis. Une histoire basée sur des faits. Puis Daniel Day-Lewis est juste malade. L'ambiance, c'est un film que tu écoutes que ça ne fait pas sentir bien. Là. Ouais. C'est gris, c'est lourd, c'est sale, mais c'est un grand film, à mon sens. Sinon, écoute, des films qui me font plaisir, moi, des genres Hot Shot ou Naked Gun, là, genre fait la farce, des vieux parodies classiques avec des jokes de slapstick, des jokes de quelqu'un pogné sur un autobus. Moi, ça, j'en écoutais quand j'étais jeune, ça me faisait rire, puis je les écoute encore aujourd'hui, puis il n'y a pas grand-chose qui me fait décrocher autant qu'un bon ou Hot Shot avec Charlie Sheen, des pilotes en l'air. Ouais. C'est over, souligné, gras, italique, c'est une blague. Pas de subtil. Il y a un humour subtil là-dedans. C'est des jokes, des grosses jokes au Sharpie, le gros Sharpie, lui qui est épais. C'est le fun. En tant qu'humoriste aussi, qu'on se force à écrire des jokes, des textes avec des angles être originales, puis trouver des second degrés. Tomber avec des jokes de premier degré, de lancer un poulet avec une arc. Ça fait du bien de ramener ça au plancher des vaches. Fait que je pourrais en nommer plein, là, honnêtement. Je pourrais en nommer plein, mettons. Puis Rocky. Moi, Rocky 1 puis 2, les autres aussi, là. Mais Rocky, la série au complet. Les Creed aussi. Même le 5, il est dégueulasse, le 5, mais c'est pas grave. Tout Rocky, ce personnage-là, j'adore Rocky. Il y a pas longtemps, j'ai écouté une super bonne série. C'est Sick Note sur Netflix. C'est avec je me rappelle plus de son nom, mais tu sais, Ron dans Harry Potter. Ron, ouais, je me souviens plus de son nom non plus, mais je sais de qui tu parles. C'est avec lui, c'est super bon. C'est un gars qui fait croire à son entourage qu'il a un cancer, puis là, ça finit qu'il tue quelqu'un, puis là, son docteur, il l'aide à le cacher. Mais tout ça, c'est vraiment sur le ton de l'humour, puis je trouve ça super bon. OK, ouais. C'est noté. Donc, les gens à la maison. C'est oui. Ouais. Puis, c'est noté. Je suis toujours à l'affût de nouvelles séries. C'est drôle que tu dis ça parce que tantôt, je finissais un film qui s'appelle The Last Blockbuster, mais tu sais, la chaîne de location de films Blockbuster là, qui n'existe plus, en fait. Là. Mais il en reste un. Il en reste un en Oregon. Ouais, c'est pas un documentaire, ce que tu parles? Ouais. C'est un documentaire, mais qui parle beaucoup aussi de la période, l'âge d'or des clubs vidéo, ou dans le temps où on allait chercher nos films au club vidéo, puis Netflix n'existait pas. Et on parle de cinéma, c'est pas un film. Mais c'est-tu sur Netflix? Ouais, c'est ironique. Okay. Ironique que ça s'appelle The Last Blockbuster sur Netflix. Écoutez, là, c'est vraiment bon parce que ça rappelle beaucoup la nostalgie. Puis là, il interview des gens, des réalisateurs, des acteurs, tout ça, qui se rappellent de le processus qu'il fallait faire pour aller chercher un film, puis le temps qu'on restait là. Puis il y a une espèce de nostalgie qu'on comprend pourquoi les gens y vont plus, mais que d'un sens, c'est dommage parce que c'était cool de
que c'était une sortie en soi. Ouais. Tu sais, quand tu étais, mettons, avec ta blonde ou des amis, tu allais louer un film. Écouter le film, c'était une partie de l'aventure, mais aller le louer, ça en était une autre. Qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on est juste chez nous à l'écran, on écoute ça, là. Le côté aller, puis rentrer là, puis ça sent le popcorn, puis le plastique, puis le tapis, puis acheter des bonbons. Tu sais, il y a ce côté-là qui était comme... quand tu l'écoutes, j'ai fait un gag là-dessus sur Facebook tantôt de bon, je viens d'écouter The Last Blockbuster, qui veut s'ouvrir un club vidéo avec moi? Ça donne le goût d'aller louer un film, tu sais. Ouais. Et on parlait de cinéma, tu sais, au-delà des films en tant que tel, ça parle du cinéma de façon générale et plus précisément des clubs vidéo. J'ai trouvé l'angle très intéressant. Puis il y en a un, c'est une petite ville en Oregon, que les gens vont encore louer des films, puis sont comme orgueilleux, puis sont fiers d'avoir le dernier blockbuster. Puis la madame qui a ça, elle tient ça à bout de bras. Mais le monde, ils vont, puis elle réussit à avoir un commerce qui fonctionne quand même, pas autant qu'avant, mais quand même. Ouais. Puis le monde là-bas, c'est comme une... Non, nous, on va encore louer des films parce qu'on va là, puis on sort en famille, puis on va s'acheter des cochonneries, puis un film, puis on le choisit ensemble. Puis il y a cette aventure-là qui n'existe plus. Et tu te dis, peut-être que ce ne serait pas si con que ça existe encore à plus petite échelle, puis qu'on puisse avoir... J'irais avec mon gars choisir un film, puis il serait content. T'sais. Ma mère... Dans plein de films, il regarderait les cassettes, puis il y a quelque chose de contact physique qui est le fun. Ma mère a travaillé dans un club vidéo à Magog. Je sais pas, je pense qu'il est encore là. Puis quand je me faisais genre mettre dehors de l'école, j'allais avec elle. Puis je passais des belles journées à juste me promener. Je jouais avec mes jouets. Puis des fois, je servais des clients. Puis là, Chris, je me rendais compte que je n'étais pas payé. Mais c'était super... C'était super cool, tu sais, l'ambiance d'aller choisir un film. Ouais, personne ne va là avec personne ne va là en crise. Bon, peut-être des parents épuisés des fois, mais de façon générale, tu allais là content, là, tu sais. Ou tu allais là avec quelqu'un de content, en tout cas. Ouais. Il y a cet aspect-là c'est ludique, là, c'est le fun de louer un film. C'est pas un cours de maths. Là. Mais tu sais, Netflix, eux, ils ont commencé en shippant des DVD par la poste. Ils le font encore. Ils le font encore? Juste dans certaines places aux États-Unis, je pense le site c'est dvd.com. Puis je pense qu'à certaines places aux États-Unis, ils livrent encore des DVD. En plus, Netflix, quand Netflix commençait à exister, c'était encore justement juste le shipping DVD, puis un peu streaming, mais c'était pas encore ça. Il était allé proposer à Blockbuster de s'associer puis de vendre Netflix à Blockbuster. Puis Blockbuster leur a ri d'en face parce qu'à ce moment-là, Blockbuster était super riche. Ouais. Il faisait plein d'argent. Pas besoin de tout. Comme ça, streaming, c'est n'importe quoi. Puis genre, hey, achetez-nous 50 millions, puis vous avez les droits à 50 millions. Ça vaut des milliards aujourd'hui. Tu sais. Blockbuster a eu sa chance de continuer à vivre au travers quelque chose d'autre, de plus à jour qu'un club vidéo. Puis ils l'ont pas fait. Ils en parlent dans le documentaire, c'est super intéressant. Pour vrai, je vais l'écouter sûrement après notre podcast. D'ailleurs, c'est vraiment le fun. Pour vrai, j'ai passé un beau moment. Le temps file. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voudrais parler? Des sujets que je voudrais parler, mon Dieu. On a couvert quand même une bonne partie des choses qu'on pourrait parler. Je sais pas, t'avais-tu des choses en... Pas vraiment. J'ai exploré pas mal tous mes points. Puis je t'ai rendu à te le demander, ou sinon on peut arrêter le podcast là. Puis... Ben, de toute façon, moi, il va falloir que j'aille finir de préparer mes patentes, chercher mes enfants à garderie. Ouais, c'est vrai, on le fait plus tôt. On le fait plus tôt à cause de ça. Mais allez voir mon podcast, les bons dimanches. Exact. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur la chaîne YouTube Les Bons Dimanches. Puis allez sur mon Facebook, Simon Delisle, ou mon Instagram, parce que bientôt, je vais faire une revente de tout ça. On va avoir des nouveaux logos. Il y a un Patreon qui va sûrement s'en venir. Les Bons Dimanches vont prendre une petite coche dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, gardez-vous au courant. C'est sûr que sur mes médias sociaux, puis je vais sûrement ouvrir une nouvelle page Facebook pour ça aussi. Mais toutes les infos seront disponibles sur ma page Simon Delisle ou sur mon Instagram ou mon Twitter. Mais Twitter, c'est plus léger un peu niveau... propagande, je vois plus avec mon Facebook. Puis sinon, les shows recommencent. Fait que là, je recommence à avoir des dates qui se bookent avec simondelille.ca. Au fur et à mesure que des dates se bookent et que je peux aller vous voir, on affiche les endroits où acheter des billets avec juste un petit clic. Avec simondelille.ca. Puis si vous voulez m'engager pour des patentes virtuelles ou non, je suis aussi très disponible. Sinon, c'est pas mal ça, je dirais. Parfait. Ben écoute, un gros merci pour ta participation aujourd'hui. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à parler avec toi. Plaisir partagé, Léo. Continue ton beau travail. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Toi aussi? Et vous autres, on se voit la semaine prochaine dans un autre podcast. Allez suivre Simon sur ses réseaux sociaux.
Puis si vous aimez le podcast, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, puis tu partages. Ciao tout le monde. Ciao! En direct des studios, vous regardez le Léo Show.